les représentants des services de l'État, les représentants des industriels, les représentants des collectivités, mais aussi les représentants des associations locales ou institutionnelles, de façon à pouvoir travailler ensemble, échanger ensemble, et il est apparu nécessaire à un moment donné qu'il y ait ce qu'on appelait, c'était pas forcément tout à fait le bon titre, mais enfin c'était celui qui avait trouvé l'étude des risques sanitaires. En réalité, c'était plus quelles étaient les caractéristiques de la qualité de l'air, les caractéristiques de l'air ambiant, et puis de faire le point en particulier sur ce que pouvaient représenter les rejets industriels par rapport à l'utilisation de la métropole. On a eu le résultat, ces travaux ont commencé vers 2006, on a eu une synthèse vers 2009-2010, des chiffres ont été connus qui ont été, je dirais, à l'époque tout à fait rassurants, relativisant ce que était cet impact par rapport à l'ensemble de ce qui est susceptible de porter atteinte à la qualité de l'air. Et puis, il y a, maintenant ça fait à peu près 1 an et demi, on s'est dit que ce serait bien quand même de faire un travail de réactualisation, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps. D'une part, des industries ou des activités étaient fermées, d'autres étaient arrivées, et puis d'autre part, les normes encore dans les années 2000. Donc il fallait faire un point d'étape qui engendrera certainement dans quelques années d'en faire un autre, parce que je crois qu'il faut un suivi, et la technologie moderne permet de suivre d'une manière plus précise, d'une manière plus complète ces évolutions, de façon à ce que, par rapport à une réalité objectivée, eh bien, savoir quels allaient être les moyens les plus adaptés, et qui ne sont pas forcément situés où on le pense, pour avoir la plus grande efficacité possible. Voilà un petit peu l'objet de cette réunion. Je suis très heureux qu'elle se tienne, qui sont très représentés, les industriels aussi très représentés, les associations, l'affaire de tous aussi, la population et de plusieurs camps. Voilà, mon introduction est un peu plus longue, je vais passer peut-être les 5 minutes, mais c'était pour aussi un petit peu le cadre général. Je salue le maire de Caron qui arrive, je parlais des élus. Voilà, bien. Le maître de cérémonie, M. Lesbach, qui est le président du S3PI, vous pouvez disposer de la parole que vous allez distribuer dans le cadre d'un canevas dont on verra si on peut le tenir. Merci, monsieur le maire. Alors, dans la première présentation qu'on avait prévue, c'était une présentation de 4 mois qui t'aiment. Donc, je vais demander au président de présentation, c'était de bilan. C'est un bilan 2015. Non. Ça ira jusqu'à 2017. Alors, oui, on va En attendant qu'on bascule, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc moi-même, je suis M. Bach Gérard, donc, le président de TATMO Nouvelle-Aquitaine. Et pour faire cette présentation de 20 minutes, relativement courte mais efficace, donc je suis accompagné de M. Bourquin, qui est directeur délégué, donc ancien directeur d'ERAC, et M. ici même présent, qui est le directeur général d'ATMO Nouvelle-Aquitaine. Donc Patrick, donc quelques slides de présentation que je vais vous faire relativement rapidement. Bien sûr, vous savez peut-être que vous ne savez pas, donc les ASCA, Associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air, sont issus de la loi, donc loi sur l'air. Et ça va pas au point de vue son peut-être? Ouais, c'est très fort. Peut-être aussi.
C'est-à-dire que là, c'est ici là que ça va, c'est là ça va. Il faut mettre un peu plus loin comme ça. C'est mieux, hein? Je ne vous casse pas les oreilles, là, c'est trop. Donc je disais, donc, les ASCA, donc, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air, sont issues de la loi LOM, la loi sur l'air et la rationalisation des lois. Je ne vais pas vous faire la loi dans son décret, mais simplement, elle donne le droit à chaque citoyen français de respecter la carte de qualité, et également à donner un deuxième axe important, qui est donc la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'État. D'où toutes les associations qui ont été créées au niveau de l'État français, mais également de la métropole. Donc, 40 ans d'expertise au cœur des territoires, donc je citais 96, mais comme on le disait rapidement, M. le maire en a parlé, donc il y a déjà des choses qui existaient avant ces lois de 96, notamment en fait par Michel Crépeau au niveau de La Rochelle, qui avait créé précisément ce genre d'association pour mesurer la qualité de l'air. Donc, nous-mêmes, compte tenu de la loi NOTRe qui a été votée donc, en 2015, nous avons fait. Donc, quelques chiffres clés, simplement pour vous présenter notre association, qui est relativement importante, vous pouvez dire. 40 ans, je viens de dire. À peu près 190 membres répartis dans différents collèges, comme on verra tout à l'heure. 38 salariés, donc même en 2018, 40, puisque nous avons recruté 2 autres ingénieurs, formés à peu près de 40% d'ingénieurs et donc 60% de techniciens d'un certain niveau, puisque dans nos métiers, nous faisons bien sûr de la mesure, on le verra tout à l'heure, mais également de la modélisation qui fait appel quand même à des études de statistiques et donc des outils mathématiques. 5 millions de budget, qui est un budget conséquent, et puis 11 agglomérations actuellement couvertes par la modélisation et haute résolution, qui nous permet effectivement d'avoir des mesures relativement fines et de donner des informations relativement précises. Donc de toute la Nouvelle-Aquitaine, donc aussi bien de Biarritz jusqu'à Loudun, donc ça fait une grande région. Les représentants du monde économique, c'est-à-dire les industriels, et puis donc toutes les associations et personnels qualifiés dans lesquels on retrouve les différentes ONG, mais également les médecins, les allergologues et autres. Alors, quels sont les moyens dont on dispose au niveau de la Nouvelle-Aquitaine pour faire de la mesure et ensuite de la modélisation? Comme vous pouvez le voir, donc, 56 stations de mesure fixe et des 12 stations mobiles. Ça veut dire qu'effectivement, comme le disait M. le maire tout à l'heure, il y a des stations fixes qui sont installées pour faire des mesures à un endroit donné, mais nous pouvons à volonté, suivant la demande des communes ou des maires, avec nos stations mobiles, aller faire des mesures dans un point donné s'il y a un problème qui peut se poser, de façon à répondre à des questions que la population pourrait se poser. Alors, nos missions et expertises, donc je vais faire ça rapidement. Bien évidemment, la première des missions, c'est la surveillance de la qualité de l'air, et ceci 24 heures sur 24. Donc, prévoir effectivement donc, les pics de pollution, pour lesquels vous avez entendu parler, il y en a eu un sur la région Aquitaine, plus particulièrement bordelaise, il y a à peu près 3 semaines. Étudier donc, pour améliorer les connaissances, donc, on a également des spécialités dans le domaine des pesticides, que l'on mesure effectivement en Gironde, mais également de l'Aquitaine, notamment également de Charente sur la Marne. Particules ultrafines, qui est quelque chose qui n'est pas encore bien développé, mais que l'on met, on a commencé à étudier, parce qu'on pense que quand même dans les années à venir, c'est un problème sur lequel il faudra se pencher de manière importante. Pollen, nous avons tout à fait la compétence, et nous donnons des mesures de pollen. D'ailleurs, récemment, nous avons fait donc, un communiqué de presse sur la mesure des pollens et les pollens en Nouvelle-Aquitaine. C'est important dans leur plan d'action, c'est-à-dire les PPA, les plans de protection de l'atmosphère, il y en a actuellement un en Bordeaux, pour lequel nous devons être acteurs, et pour lequel il y a des actions qui sont menées, et pour lesquelles nous mesurons l'efficacité. Et puis, bien évidemment, informer pour sensibiliser, avec notre site notamment, mais également d'autres moyens, site Atmo Nouvelle-Aquitaine, que je vous encourage à aller voir. Vous verrez, il y a relativement complet d'informations, et vous trouverez tous les jours la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine. Et si vous prenez un peu plus de temps, vous allez voir pour focaliser sur certains points pour vérifier la qualité de l'air que vous respirez. Le dispositif de surveillance, je vais parler tout à l'heure des stations de mesure que nous avons, donc un réseau de mesure permanent, donc avec des campagnes de mesure qui sont faites suivant un certain protocole bien particulier. Pour certaines mesures, nous sommes bien évidemment agréés au FRAC pour la qualité de l'air sur d'autres vastes territoires. J'en ai fini pour la présentation relativement rapide et je cède la parole à M. Bourquin
pour toute la qualité de l'air sur la presqu'île. Mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, en charge aujourd'hui de la communication et des partenariats au sein de la Nouvelle-Aquitaine, j'étais antérieurement à la direction de l'ERAC. Et c'est à ce titre qu'en juillet 2013, j'ai été amené à intervenir dans des conditions tout à fait similaires, c'est-à-dire en l'occurrence à Ambarès et à la dans le cadre d'une réunion publique où j'ai repris en mémoire, ça me souvient probablement de cette présentation, j'ai repris en mémoire les conclusions que nous avions été amenés à faire de la presqu'île était une partie non majoritaire des émissions totales, que l'étude d'origine et que les suites de l'étude de risques sanitaires devaient être intégrées dans les plans de lutte contre la pollution atmosphérique. Je rappelle qu'à cette époque, nous étions tous en train de plancher sur l'élaboration du plan de protection de l'atmosphère touchant l'agglomération bordelaise, qui avait pour objet de fixer des actions majeures, notamment par rapport au contentieux européen qui touchait à l'époque l'agglomération bordelaise. Donc l'objet de cette présentation ce soir est tout simplement de faire le point de ce qui s'est passé depuis 5 ans, quelle est exactement aujourd'hui la situation de la qualité de l'air et comment les choses ont-elles évolué. Pour ce faire, je vais tout de suite aller à la conclusion en vous présentant un tableau qui résume très clairement la situation de la presqu'île, exprimée pour les 2 stations de Bassens et d'Ambès, de l'agglomération bordelaise, Bastide, Gambetta, Mérignac, Grand Parc d'Alens. J'ai également ajouté la station de Lac Pyrénées-Atlantiques, qui apporte quelques éléments comparatifs intéressants. Nous regardons précisément ici, et ce sera le fil directeur de toute ma présentation, les polluants faisant l'objet aujourd'hui d'une réglementation. Nous pourrons, si des questions viennent, bien évidemment évoquer d'autres polluants. Je passerai à votre disposition pour cela. Alors, oxyde d'azote, principalement traceur de la combustion et majoritairement du trafic. Le dioxyde de soufre, les particules fines en suspension PM10 et PM5. On voit, grosso modo, que pour l'ensemble de ces polluants, donc exprimés soit sous forme de moyenne horaire, de moyenne annuelle, les stations sont celles de 2017. L'ensemble des éléments que je présente ici sont des extractions du bilan de la qualité de l'air 2017 qu'ADMO s'apprête à communiquer. Alors, je vais maintenant rentrer dans le détail en regardant point par point et selon une même logique les différents polluants, dioxyde d'azote, particules fines, SO2, en vous communiquant des informations donc de mesures de concentration. J'ai recréé également l'inventaire des émissions que nous entretenons et maintenons depuis plusieurs années. Concrètement, nous prenons le territoire et nous faisons l'inventaire de toutes les émissions du territoire, qu'elles soient industrielles, trafic, résidentielles. Et ça permet évidemment d'avoir des éléments comparatifs du poids que représente l'activité industrielle par rapport à l'ensemble des activités du territoire. Parce que là, nous avons sur le respect de la réglementation. Alors, ce transparent concerne l'ensemble de la région, où on voit que pour l'exposition chronique en fonction de l'ensemble des polluants, la situation est conforme. Alors, vers ces situations conformes, l'orange signifie que nous avons pu ponctuellement enclencher des procédures d'information, et rouge signifie qu'on a pu enclencher une procédure d'alerte. D'accord ? Donc, ça, c'est une photographie valable sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui évidemment s'appuie bien évidemment sur notre territoire. Le point rouge qui est ici correspond à des épisodes ponctuels de dépassement, tels que l'évoquait tout à l'heure Charles Pack, pour lesquels nous avons effectivement été amenés à enclencher une procédure d'alerte ou des procédures d'alerte sur le territoire par rapport au polluant PM10. Ceci étant, l'explication de ce phénomène devient pour zoomer sur le territoire de la Gironde qui se trouve ici, ce transparent présente le nombre de jours de procédures préfectorales enclenchées. Procédure d'information au PM10 en orange, procédure d'information au SO2, nous n'en constatons pas sur le territoire de la Gironde, procédure d'alerte en PM10, nous en constatons sur la Gironde, et également une procédure d'alerte à l'ozone.
Donc voilà la situation qui touche le département de la Gironde que nous pouvons comparer sur l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va dérouler maintenant les différents polluants principaux touchés par la réglementation. Premièrement, le dioxyde de soufre. On constate tout de suite, alors ces chiffres, dans un premier temps, concernent l'ensemble de la région. Vous voyez ici, -1 sur le bas, -17 sur les sites industriels, -18 sur le reste du territoire, voire même 53% de baisse sur le reste du territoire. Je rappelle que le dioxyde de soufre, alors c'est peut-être un petit peu difficile à lire. Le dioxyde d'azote, ce transparent, je m'en excuse, c'est un petit peu difficile à lire pour les personnes du fond. Je vais vous aider à lire. Le secteur principal à l'échelle de la grande région, c'est le trafic routier qui pèse 65%. Viennent ensuite les secteurs agriculture, sylviculture, industrie, résidentiel, autotransport. En ce qui concerne la presqu'île en baisse, nous constatons sur la station de Bassens une moyenne annuelle en 2017 de 16 microgrammes, sur la station d'Ambès de 8 microgrammes, que nous comparons à la valeur limite de la presqu'île d'Ambès en dioxyde d'azote comparée à l'ensemble de la région. Vous avez ici donc les émissions totales qui sont calculées sur le territoire, à comparer aux émissions sur le reste du territoire. Donc vous voyez, donc précisément ce tableau se lit de la façon suivante. Les émissions en NOx de la presqu'île d'Ambès pèsent pour 19% à l'échelle de Bordeaux Métropole, pour 7% à l'échelle de la Gironde, pour 1% à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et le transparent ici, strictement applicable effectivement à la presqu'île d'Ambès, présente les différents secteurs responsables de ces émissions. Donc je vous aide à lire. Ces deux-là, c'est tout ce qui touche à l'énergie, transformation, distribution de l'énergie, en orange le résidentiel tertiaire, et une partie non négligeable qui est les autres transformations des zooms, en montant à l'échelle de la Bordeaux Métropole, à l'échelle de la Gironde et à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Toujours pour ce polluant, dernier transparent, une cartographie ainsi qu'un zoom spécifiquement sur Bassens pour mettre en évidence les concentrations d'oxyde d'azote. Nous sommes ici en l'occurrence sur une cartographie réalisée avec les émissions de 2016. Alors, nous constatons ici effectivement un axe qui est donc l'avenue de la Garonne, qui est en situation rouge, avec effectivement des émissions significatives, qui sont, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, principalement la conséquence de deux facteurs majeurs, le trafic routier, d'une part, et le trafic fluvial, c'est-à-dire les bateaux qui viennent taquer pour décharger. Voilà, régional, une baisse depuis 10 ans de 24%. Vous pouvez lire ici, en fonction des secteurs, la baisse qui est effectivement applicable pour toutes les activités, avec cette fois-ci une répartition plus homogène entre les différents secteurs. En ce qui concerne la presqu'île d'Ambès, la moyenne annuelle sur Bassens est de 17 microgrammes par mètre cube, à comparer à la valeur limite réglementaire qui est de 40. Nous avons constaté 6 jours de dépassement d'un seuil exprimé en moyenne journalière de 50 microgrammes, quand la réglementation nous autorise 35 dépassements à l'année. Les émissions de particules fines, 3% de l'Aquitaine. Une répartition, transformation d'énergie, résidentielle, transport fluvial, transport routier, à comparer à une répartition sur les autres territoires. La cartographie montre en évidence que les concentrations constatées sur Bassens sont très faibles par rapport à ce qu'on peut évidemment noter sur le reste de l'agglomération bordelaise, avec en particulier une concentration sur les très grands axes routiers dans la rocade. Même logique appliquée cette fois-ci sur les particules fines PM2,5, une baisse de 42% à l'échelle de la décennie, résidentielle tertiaire, avec précisément le chauffage de bois, qui est la source principale
au niveau de la presqu'île d'Ambès, une valeur moyenne annuelle de 13 microgrammes sur bassins, à comparer à l'objectif qualité de 10 microgrammes, donc qui est dépassé, par contre la valeur limite est, elle, respectée. La presqu'île est responsable en termes d'émissions de 90 tonnes, ce qui représente 9% des émissions de Bordeaux Métropole, 2% de la Gironde et 0,3% à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. De la même façon que pour les PM10, un territoire qui est très peu impacté sur la presqu'île d'Ambès, c'est pas pour Bassin, c'est pas pour l'ensemble de la presqu'île, comparé avec une pollution globale sur l'ensemble de l'agglomération. En ce qui concerne les autres polluants faisant l'objet d'une réglementation, le dioxyde de soufre, à l'échelle de la région, met en évidence des pics d'origine industrielle, précisément sur le site de Lac. Sur la presqu'île d'Ambès, en ce qui concerne la SO2, l'ensemble des valeurs réglementaires sont respectées et nous constatons des niveaux qui sont très faibles. Je le montrerai après. L'ozone fait l'objet d'une surveillance particulière en période estivale. 2 procédures ont été enclenchées sur l'âge de Gironde. Les objectifs de qualité ne sont pas respectés, ceci étant, ça ne concerne pas spécifiquement le secteur industriel. En ce qui concerne les autres polluants réglementés, le benzène, qui est le traceur des composés organiques volatiles, le monoxyde de carbone, le benzoapyrène, les aromatiques polycycliques, les métaux lourds, pour l'ensemble de ces valeurs, la réglementation est strictement respectée. Alors pour le SO2, la presqu'île d'Ambès est, elle, bien évidemment, en très grande majorité responsable des émissions, puisque les émissions SO2 sont principalement liées à l'activité industrielle. C'est ce qui figure effectivement ici, mais en rappelant que les concentrations constatées sont très faibles. Pour terminer cette présentation, je vous présente une carte intéressante qui intègre, nous l'appelons carte stratégique R. Elle intègre les polluants réglementés tels qu'ils viennent d'être présentés préalablement, dioxyde d'azote, particules fines, PM10 et PM2,5, et qui requiert une pollution globale de l'air à l'échelle de la métropole. Cette carte me permet de mettre en évidence les conclusions de cette présentation. Premièrement, les chiffres de concentration et d'émissions sont délibérément à la baisse, comme j'ai pu vous le montrer. Deuxièmement, le secteur industriel reste toujours aujourd'hui non majoritaire en termes d'émissions. Et enfin, le territoire de la presqu'île reste toujours sous l'influence de la métropole et non pas le contraire. Ce n'est pas la presqu'île qui dégrade la qualité de l'air à l'échelle de la métropole, c'est bien la métropole qui assure son influence en termes de dégradation de la qualité de l'air sur la presqu'île d'Ambès. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je reste évidemment à votre disposition pour toute question. Bien. Premier, globalement, sur la presqu'île d'Ambès, et maintenant, essayons d'entrer dans le vif du sujet qui concerne la production industrielle sur la presqu'île d'Ambès, qui est le travail un peu original qui a présenté l'Estropie, puisque c'est que dans l'Estropie, il y a l'industrie, tout ce qui concerne l'industrie intéresse l'Estropie. Donc on continue notre effet de zoom, on essaie de regarder avec un peu de précision avec le bureau Urgea, Madame TVA, l'actualisation qui a été réalisée, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, depuis 1 an et demi, émissions atmosphériques pour les usagers de l'ERS de la presqu'île d'Ambès. Voilà, continuons notre zoom. Bien, merci. Donc effectivement, je pense que sanitaire. Donc on va parler bien évidemment d'émissions, un tout petit peu l'impact en fait de ces émissions et de la qualité de l'air sur la santé des populations qui vivent sur la presqu'île. Donc tout d'abord les contextes. Alors je vous
un petit peu l'étude dans sa globalité. Comme on vous l'a dit jusqu'à maintenant, elle a commencé en 2006. 2006, c'était le premier inventaire qui a été réalisé sur la presqu'île. Et qui touche, alors là, uniquement les émissions industrielles. Ici, on est uniquement sur les émissions industrielles et on est hors trafic. Donc les concentrations, l'étude elle avait été lancée à partir des constats qui avaient été faits sur sa propre étude. Il devenait compliqué en fait pour l'administration, notamment les services de l'ADREAL, de pouvoir émettre un avis global finalement par rapport à cette concentration d'industrie. Donc il s'est posé la question effectivement des flux globaux de pollution et de l'exposition globale de la population vis-à-vis de l'ensemble de ces émissions. Donc les attentes, quand l'étude a débuté, c'était bien de hiérarchiser les substances qui étaient prioritaires pour la zone, de voir s'il y avait en fait des cumuls d'émissions pour certains composés qui pouvaient être émis par plusieurs industriels, de déterminer après des axes de progrès, regarder quels sont les composés les plus émis, ceux qui peuvent impacter le plus la santé, et tout ça, in fine, c'est pour bien réduire les émissions. Et donc, in fine, l'objectif était de définir des programmes d'action pour les composés et les sources qui étaient jugées les plus impactantes, et donc voilà, de définir les programmes d'action si nécessaire. Donc l'étude initiale a débuté, comme on vous le disait, en 2006-2007, avec un premier inventaire. Elle a été mise à jour dans le cadre de ce qu'on appelle l'ERS Zone, donc l'ERS, évaluation des risques sanitaires, puisque les sites n'attendent pas les études pour agir et pour faire des modifications. Donc il y a des modifications et des améliorations de process qui peuvent intervenir assez régulièrement, on va dire, dans le fonctionnement des sites industriels. Et puis, il y a eu un certain nombre d'études complémentaires qui sont intervenues, et avec une amélioration aussi de la situation et amélioration de la connaissance aussi, surtout des émissions. La méthodologie appliquée à l'étude d'évaluation des risques sanitaires, donc c'est une méthodologie qui est reconnue internationalement. Donc c'est pas une méthodologie L'Oréal, c'est même pas une méthodologie nationale. Elle est vraiment reconnue sur le plan international, et à l'origine c'était indicatrice un petit peu de cette. Elle est basée sur des hypothèses de travail, avec des scénarios, des modèles qui sont utilisés aussi, comme ERAC utilise des modèles pour prédire un petit peu la qualité de l'air. De la même façon, nous utilisons des modèles qui permettent, à partir des émissions des industriels et des caractéristiques des sources, permet de prédire un petit peu quelles sont les concentrations qui vont être attendues dans l'environnement. Elle est également basée sur des mesures. Donc, deux grands types de mesures peuvent être réalisées. Bien évidemment, les mesures à l'émission, donc les mesures qui sont réalisées par les industriels eux-mêmes sur les sources, et puis un certain nombre de mesures également qui peuvent être réalisées assez régulièrement, et notamment au niveau des informations sur les effets que peuvent entraîner les composés chimiques sur la santé des gens. Donc la méthode, par ailleurs, elle est conforme aux deux grands référentiels français, puisque cette méthode vous est reconnue internationalement. Elle est déclinée au niveau national dans deux grands guides. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le guide INERIS, dans sa version 2003, mise à jour en 2013, et puis le guide de l'INVS, dans sa version 2000. Ces deux grands guides sont tout à fait cohérents l'un avec l'autre. Alors, on a l'habitude de dire que, habituellement, le guide INERIS, c'est plutôt le guide de référence des DREAL, de calculer des indicateurs
sur les risques pour la santé des populations qui seraient induits pour le futur. Donc on parle d'une situation actuelle et on regarde un petit peu les risques qui pourraient être induits pour ces populations. Et l'objectif, je le rappelle, c'est justement d'éviter qu'il y ait des risques pour la santé des populations. Donc, le déroulement d'une évaluation des risques sanitaires, c'est d'estimer les concentrations environnementales qui sont liées aux émissions atmosphériques et industrielles, de déterminer les axes de progrès, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir réduire au maximum et quelles sont les sources à faire de liens de causalité entre des maladies qui pourraient être observées aujourd'hui et des émissions passées. Ça, c'est autre chose, c'est un autre type d'études. Voilà, ce sont des études appelées dites épidémiologiques. Aujourd'hui, l'évaluation des risques sanitaires, elle cherche plutôt à regarder justement quels sont les axes de progrès et comment ces axes de progrès vont éviter au maximum d'avoir des effets sur la santé des populations. Donc la première phase d'étude, 2006-2009. Donc je vous ai remis la liste des sites qui a fait partie de l'étude. Donc voilà, donc vous les connaissez, vous en connaissez du bilan des émissions sur la presqu'île. Donc pour ces 24 sites, il y a 94 sources d'émissions qui ont été recensées. Alors une source d'émission, ça peut être une cheminée, un bâtiment, quand on va parler d'émissions fugitives, ça peut être un bassin également. Et sur ces 94 sources, on a identifié 60 substances chimiques qui pouvaient être émises. Donc, sur ces 60 substances, donc, je vous ai remis un petit peu les grandes familles de composés. Donc, on a ce qu'on appelle les polluants généraux, alors que ADMO appelle plutôt polluants urbains, qui sont des traces métalliques, donc, que l'on peut également appeler plus communément métaux lourds. Donc, le plomb, le mercure, le cadmium, qui sont effectivement les 3 métaux lourds. Et puis après, il y a tous les autres métaux qui font également partie de cette famille. Le cuivre, le nickel, le vanadium. On a les polluants aromatiques polycycliques, les HAP, les composés organiques volatiles, les COV, et puis un composé dont on entend aussi parler de temps en temps, donc les dioxines, que l'on met un petit peu à part. Donc l'année de référence qui avait été choisie au démarrage, donc 2 grandes années de référence, comme je l'ai dit, 2006, premier inventaire, et ensuite mise à jour sur l'année 2010, traceur de risques sanitaires. Donc on a regardé en fait quelle était la quantité de ces substances qui étaient émises, et puis on a également regardé quelle était leur toxicité, c'est-à-dire les effets qu'ils pouvaient provoquer sur la santé. Puisque un composé qui peut être émis en grande quantité, mais avec une toxicité finalement assez faible, ne sera pas un composé prioritaire sur lequel il va falloir mettre le plus d'efforts pour réduire. Mais il faudra mieux apporter un effort sur un composé qui va être émis peut-être en petite quantité, mais avec une toxicité très élevée. Donc on avait 19 substances, donc 31 substances retenues, 19 substances non retenues, composés qui ne sont pas étudiés forcément et pour lesquels on n'avait pas d'informations. Et 10 substances ont été écartées également de l'étude, car la combinaison, donc justement émission-toxicité, était faible. Donc on les avait également écartées. Et donc l'étude a porté sur un territoire qui est quand même aussi relativement large,
puisqu'on est sur un domaine d'études qui faisait 26 sur 35 km. Donc une fois qu'on a fait la cartographie des émissions, on a cet inventaire d'émissions, on les intègre dans un modèle pour avoir un lieu d'exposition. C'est-à-dire qu'on va considérer que les gens ils sont exposés tant de temps, par exemple, à tel endroit, à tel type d'émission. On va également considérer que les personnes qui vivent à proximité, donc sur la presqu'île, peuvent disposer de jardins potagers et donc avoir aussi une contamination de cette façon-là via la chaîne alimentaire. Donc, on utilise pour ça par contre des données locales, mais en considérant toujours les hypothèses les plus défavorables, de façon à être dans des conditions d'exposition les plus pénalisantes. Les premières conclusions de l'étude des effets cancérigènes. Donc pour les effets non cancérigènes, en fait, toutes les substances présentaient des risques dits non significatifs. C'est-à-dire que quand on a comparé l'exposition avec les valeurs de référence, c'est-à-dire les valeurs qui peuvent entraîner un effet sur la santé, en fait, on a vu que l'exposition était nettement inférieure, donc plus de 5 fois inférieure aux valeurs de référence. Un seul composé présentait des concentrations supérieures à la valeur de référence, c'était le SO2. Donc ça, en 2009. Et pour les effets cancérigènes, donc il y avait 3 composés qui étaient le benzène, qui est un grand traceur des COV, et le butadiène, qui fait également partie de la famille des COV, composés organiques volatiles. Donc, il y avait 4 composés, le SO2, le benzoapyrène, le benzène et le butadiène, qui ressortaient en fait de cette première phase d'étude. Avec les zones principales d'exposition et donc de risque, qui étaient Baillion-sur-Gironde, Ambès, Embarras-et-Lacaille et Bassens. Pour compléter cette première étude, comme je vous l'ai dit, donc elle était basée sur les mesures à l'émission, avec l'utilisation de modèles de dispersion atmosphérique. Pour compléter, des mesures dans l'environnement ont été réalisées. Donc, avec 3 campagnes de mesures, estivale, hivernale et ce qu'on appelle intersaison, pour avoir une représentation un petit peu sur ce qui peut se passer sur une année entière. Chaque campagne a duré 10 jours, donc durant lesquels il y a eu un mesurage en continu de la concentration, et sur 7 points en périphérie du site, dans les zones qui avaient été recommandées à l'issue de l'étude. Et on a vu que finalement, quand on était sur de la mesure, on était un petit peu inférieur à ce que donnait le modèle de dispersion atmosphérique. Parce qu'effectivement, le modèle il est basé, comme je vous disais, sur des hypothèses qui sont majorantes, alors qui restent raisonnablement majorantes, mais qui peuvent être un peu majorantes, simulées, et ce qui est réellement mesuré. Et donc, en fait, on voit que pour le butadiène, finalement, les risques revenaient dans la zone verte, donc des risques considérés comme non significatifs. Donc ça, c'était la première phase. Donc, on a réalisé une mise à jour des émissions atmosphériques pour voir un petit peu quelle était l'évolution des émissions sur la zone. Donc l'année de référence qui a été retenue, c'est 2015. Pourquoi 2015 ? Parce qu'on a commencé cette mise à jour en 2016 et qu'il nous fallait des données complètes, une année complète de données validées. Donc c'est pour ça qu'on a choisi 2015. La mise à jour de la base de données a été menée
par les nouveaux sites, bien évidemment. On ne s'est pas cantonné à regarder uniquement les composés qui avaient été identifiés à l'issue de la première phase. Et la mise à jour, elle est basée sur les éléments qui sont fournis par les industriels, mais également par les données qui sont disponibles auprès de l'administration et notamment de l'ADREAL pour pouvoir bien évidemment un petit peu avoir un avis sur ce qui pouvait être fourni par les industriels et avoir comme ça un petit peu un contrôle, on va dire, des données qui nous sont fournies. L'actualisation, elle rend compte pour les composés émis, donc à une quantité supérieure à 1 tonne par an, donc une reconnaissance des émissions. Et ce composé, il avait été inclus dans le plan de surveillance du site de Yara, voilà, puisque ça fait aussi partie de l'intérêt de ce type d'études, c'est une amélioration continue des émissions. On a vu une hausse d'un composé qui est le cyclohexane et le méthylcyclohexane. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est lié à une modification de process et cette hausse de composé, elle est à mettre aussi en corrélation avec une diminution d'un composé qui était plus toxique, qui était le toluène. Donc on a vu une augmentation des particules, PM10, PM2,5, qui sont retenues pour faire les calculs. Ils sont liés notamment au trafic maritime pris en compte. Et en 2015, il y a eu sur cette activité-là plus de composés qui étaient émetteurs de particules, surtout, notamment au niveau des céréales ou des choses comme ça, donc des chargements qui émettaient un petit peu plus de particules. Et l'acide chlorhydrique. Et à l'inverse, c'est ce qu'on voit aussi sur les concentrations qui sont mesurées et sur la tendance globale, une baisse pour un grand nombre de composés, et notamment les composés qui étaient les substances d'intérêt sanitaire identifiées à l'issue de la première phase. Donc on voit qu'il y a eu une nette diminution du dioxyde et les HAP. Donc parmi les substances recensées, donc 47 substances, donc 70% des substances, sont soit en baisse, soit ont carrément disparu. Donc en contrepartie, on a également regardé quand même quelle était l'évolution des connaissances liées à la toxicité de ces composés. Donc pour les 4 substances d'intérêt sanitaire, on a vu qu'il y avait, en fonction des composés, des évolutions à la hausse, donc c'est-à-dire qu'on considère qu'elles ont un impact sur la santé un peu plus important que ce qui était prévu, ce qui était envisagé en 2009. Donc il y a une baisse en fait d'un facteur 145, ce qui est quand même très important. Et pour le SO2, il n'y a pas eu d'évolution. En fait, des connaissances, ou moins des valeurs de référence en lien avec la toxicité du composé. Donc si on regarde un petit peu en parlant et des émissions et de la toxicité pour les composés traceurs de risque, donc pour le SO2, on voit qu'il y a une baisse des émissions d'un facteur 7 et pas d'évolution des valeurs de référence. Donc il y a une amélioration globale de la santé de 2 points de vue, donc d'un point de vue de la qualité de l'air et d'un point de vue de l'impact sur la santé. 3 kg à 0,08 kg an. La baisse est très importante. Et en plus, on a également une baisse d'un facteur 145 de la valeur de référence. Vous voyez qu'en fait, les HAP sortent totalement des substances d'intérêt sanitaire à surveiller sur la zone. Le benzène, on a eu une baisse des quantités émises d'un facteur 5,
ce qui est aussi relativement important quand on divise des émissions par 5, et l'augmentation d'un facteur 3 de la valeur de référence. Mais bon, cette évolution de la valeur de référence est bien contrecarrée par la diminution des quantités émises. On voit que globalement pour le benzène, et une amélioration des indicateurs de d'intérêt sanitaire. Donc là où on avait mis les priorités pour diminuer ces 4 substances. Les risques demeurent non significatifs, donc pour l'ensemble des composés, on est sur la zone verte, et il y a juste le butadiène qui reste une substance à surveiller en raison de l'évolution des informations sur les effets sur la santé. Et pour l'ensemble des autres composés, parce que là je vous ai présenté une vision synthétique, mais on a également regardé quelle pouvait être l'évolution des émissions et l'évolution des informations toxicologiques, et on voit que pour l'ensemble des autres composés, les modifications des connaissances n'entraînent pas de modification des conclusions de l'étude initiale. Si on passera aux questions après. On continue notre effet de zoom. On a vu le bilan d'abord global, des polluants de la qualité de l'air sur la métropole. Le premier zoom sur la précise en baisse. La part des émissions industrielles, maintenant on est rentré dans le détail. On a lié ces émissions industrielles à des éventuels effets sur la santé à partir de l'utilisation, de changement de la bande de référence. Maintenant, on va donner la parole aux industriels. Je vais donner la parole à M. Lefebvre, qui va introduire cette partie, puis après, je crois qu'on va donner la parole aux industriels qui sont présents, et on avait prévu, d'autres peuvent s'exprimer, Michelin, Simbrel, et puis Foresa France. En tant qu'industriel de bassin, c'est également impliqué dans la gestion du port, dont on a vu que le trafic générait aussi des émissions polluantes. Je voulais dire quelques mots rapides. D'abord, saluer l'initiative du maire de Bassens qui nous donne l'occasion ce soir d'évoquer un sujet important sur la qualité de notre air. Remercier les industriels. Vous avez vu qu'ils ont été nombreux et depuis longtemps, puisque c'était, on l'a rappelé, il a été initié il y a maintenant presque 10 ans. Ils ont été donc nombreux à contribuer à cette étude, et merci également pour leur implication au sein du S3PI. Souligner avec vous, comme on l'a vu, que les émissions industrielles majoritaires, puisqu'on voit que c'est 80-20, important, c'est aussi de constater ensemble que finalement la qualité de l'air sur la presqu'île d'Ambès, une zone où il y a une certaine concentration d'activité industrielle, et finalement cette qualité d'air meilleure qu'en centre-ville de Gambetta. Et aussi dire un petit mot sur la nature de ces émissions, puisqu'on a vu que la qualité de l'air, notamment sur les substances que vous avez appelées urbaines, je crois, les NOx, les particules, le CO2, l'ozone, proviennent très majoritairement et principalement de nos transports quotidiens, de nos chauffages, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et je crois qu'il faut qu'on partage ces données pour que dans nos vies, de nos émissions. Et pour conclure, je vais passer donc la parole à mes collègues industriels qui, plus qu'un discours, vont vous présenter en quoi consistent les améliorations, les investissements réalisés sur les sites qui visent à réduire les impacts. Et avant cela, vous dire que bien évidemment, je ne veux pas parler dans leur nom, mais que bien évidemment la préoccupation principale et prioritaire de nos sites industriels, c'est de réduire nos impacts, que ce soit du reste des impacts dont on parle ce soir, des émissions dans l'air, mais ça peut être aussi des impacts tels que le bruit, les odeurs, nos rejets d'eau, nos consommations d'eau, nos consommations d'énergie
que Jean-Marc. Bonsoir à tout le monde. Je me présente Alain Desflins, je suis le directeur de l'usine Michelin de Bassins. Alors, avant toute chose, il faut comprendre que l'usine de Bassins a été construite en 1963 et est une usine hydrocarbures qui fabrique à peu près 187 000 tonnes de produits. Donc, les élastomères, en fait, c'est le caoutchouc, ce que vous retrouvez sur les bandes de roulement ou sur les flancs des pneumatiques. Il faut savoir qu'on livre à peu près 70 sites Michelin à travers le monde depuis l'usine de Bassins. Mais la particularité du site de Bassins, c'est pas uniquement un site de production, c'est également un site de recherche, où on met au point les nouveaux élastomères qui feront les pneumatiques de demain. Un exemple, c'est les pneumatiques qui permettront de ne consommer que 2 litres au 100, parce qu'on travaillera sur la résistance au roulement du pneumatique sur la route. Donc tout ça, c'est mis au point ici, sur des petites installations, et c'est industrialisé, et c'est déployé sur les autres usines de Michelin à travers le monde. C'est un site où il y a à peu près 400 personnes et à peu près 50. Et on a une centaine de sous-traitants qui nous rejoignent tous les jours pour nous permettre de fonctionner 365 jours par an, 24 heures sur 24. C'est un site qui s'arrête que pour des grands arrêts tous les 2 ou 3 ans. Donc c'est un site qui est vraiment très important. Alors on reçoit toute une série de matières premières, on reçoit par bateau, wagon et camion. Et puis on envoie un petit peu tous les élastomères à travers le monde, à travers les transports routiers, et puis ensuite sur les ports, à travers les bateaux. Alors, quelle est la mission en fait du site de Bassins ? Ce site a une particularité, c'est comme je vous le disais, il y a toute la recherche, comparé à d'autres sites qui sont basés aux États-Unis, qui fabriquent également des élastomères de synthèse, et un troisième site qui est basé en Asie. Ça donne toute chose aussi de mettre au point ces nouvelles technologies des fabricants d'élastomères est relativement forte aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de fournisseurs qui démarrent un petit peu à travers le monde. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment d'être performant. Mais chacun d'entre nous, chez Michelin, on a signé une charte, la charte de la performance et de la responsabilité. C'est-à-dire que Michelin, ça fait un siècle que Michelin est là. Notre objectif, c'est qu'on soit là encore dans un siècle, certainement pas moi, mais tout au moins les générations qui suivront, mais c'est une lourde responsabilité. Et on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Et on est là pour essayer de faire en sorte de préserver notre patrimoine, notre planète, et particulièrement l'environnement, qui est le sujet qu'on a ce soir, sur la qualité de l'air. Et sur la qualité de l'air, on a essayé de faire énormément de choses ces dernières années pour préserver. Et les présentations précédentes me fait dire que quelqu'un est remplacé pour des bases aliphatique. Et ce qui nous a permis justement de préserver l'environnement, de préserver l'hygiène industrielle, de préserver le personnel, de préserver les gens autour de nous. Donc on a, les mélanges de solvants sont 20 fois moins importants que celles du solvant historique. Donc on est allé chercher des molécules différentes. Il a fallu qu'on réadapte un petit peu tous nos process afin de permettre justement d'aller cette direction et de limiter l'impact sur les personnes. Donc on vous a donné, alors je ne veux pas être démagogue, mais pour faire ça, il faut investir 18 millions d'euros dans l'usine pour nous permettre de pouvoir basculer, je dirais, d'aller dans le sens de ce respect de l'environnement et des personnes. Autre chose, on est un consommateur d'énergie, donc on utilise des chaudières. Alors on a une partie de chaudière charbon, elle a des avantages, mais elle a également des inconvénients. Donc finalement, on est allé plus loin dans le traitement en fait, des fumées de notre chaudière. Et en 2015, on a fait un investissement à peu près de 8 millions d'euros qui nous a permis de réduire, on l'a abordé sur la baisse sur les précédents slides, on a réussi à baisser de 65% nos émissions de dioxyde de soufre sur l'atmosphère, de 30%
de dioxyde d'azote et également 40% de nos particules vers l'atmosphère. Donc c'est je dirais, c'est un des premiers, on en fait partie des premiers qui ont commencé à traiter les effluents, les évents des chaudières charbon en France. Et donc on est relativement fiers parce qu'aujourd'hui, on est en plus dans ces résultats-là. Donc on a vraiment, à partir d'une technologie qui était nouvelle, on a réussi à atteindre les résultats que l'on envisageait. Vous voyez l'installation qui est derrière vous. Alors de la même façon, on a des chaudières charbon, mais on a également des chaudières à gaz. Évidemment, tout change, le monde avance, et aujourd'hui on a des nouvelles technologies sur des chaudières gaz industrielles qui sont relativement intéressantes. Et donc en 2016, on a décidé de remplacer un de nos vieux équipements, enfin le dernier vieil équipement, pour mettre une nouvelle technologie de chaudière et qui nous a permis industriel. Et ça nous a permis également d'avoir un impact qui est satisfaisant sur nos rejets. Donc sur un projet qui a à peu près coûté 5 millions d'euros. Alors, on a aussi beaucoup de vannes et de robinets, si vous voulez, sur les unités, alors plus ou moins gros. Et puis vous avez des brides, en fait, hein, c'est la jointure entre le robinet et puis les tuyauteries qui sont en appui. Donc vous avez de nouvelles technologies de soupape qui nous permettent également de limiter en fait ces fuites furtives que l'on pourrait avoir, hein, qu'on a du mal à détecter parce que c'est très léger. Et donc on a voulu aller plus loin dans justement la limitation de ces technologies à peu près pour 2020. Voilà, c'est un petit peu ce que l'on a fait sur les 5 dernières années. Alors on continue, hein, on a encore des projets pour aller encore plus loin, hein, et sur même beaucoup d'autres sujets de l'air, pour que justement on retrouve notre place dans la société et que l'on respecte, je dirais, le confort de vie des personnes. Donc sachez qu'on est la société Michelin a une attitude qui est responsable par rapport à tout ça, et on fait en sorte de se fondre dans le paysage et puis de faire du mieux que l'on peut. On a encore certainement du travail, mais on y travaille, et soyez persuadés qu'on y travaille. Moi j'aurais une question. La quantité que vous rejetez, mais vous restez toujours conforme à la réglementation en vigueur. Oui, enfin, je vous vais parler sur je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler. Vous savez, on est complètement transparent. Oui, bien sûr, on a une réglementation. Il faut avoir en tête qu'on est un peu basé sur tous les pays au monde. Partout, on respecte les réglementations. Partout. C'est une histoire éthique de la société Michelin. On ne va pas s'installer dans des pays, on est en train de construire une usine en Asie en ce moment. Je peux vous assurer qu'on n'applique pas un truc à peu près. On applique les réglementations qu'on s'imposerait ici, les mêmes. C'est même pas celles du pays, c'est celles qu'on s'imposerait ici. Donc ça c'est clair, il faut en être totalement persuadé au niveau de l'éthique de la société. Alors, bien évidemment qu'on respecte la réglementation française et on essaye d'aller au-delà. On essaye même d'aller au-delà. Et je dirais qu'on travaille en partenariat avec la CREAL, et justement, avec ces échanges-là, on essaie de mettre en place les meilleures pratiques démontrées sur nos sites pour aller encore bien en dessous des seuils. Donc, si la question c'est est-ce qu'on respecte, la réponse est oui, parce qu'on doit respecter, on ne pourrait pas ne pas respecter. Est-ce qu'on veut chercher à aller encore plus loin? La réponse est oui aussi. Bonjour, je m'appelle Arnaud Blanche et moi je m'occupe de la partie sécurité environnement sur le site de Foreza. Alors Foreza, en fait je pense que si tout le monde connaît ici l'activité des usines de panneaux. Voilà. Donc en fait nous sommes fabricants de colle à base de formol
donc des uréformols, des mélamine-formol, des phénol-formol, donc ces colles qui vont être utilisées par les usines de panneaux. Pour fabriquer ces colles, donc on commence par fabriquer du formol, et le formol on fabrique par oxydation catalytique du méthanol. Et puis la dernière chose qu'on va fabriquer sur le site, ce sont des additifs. Des additifs, donc notamment des réducteurs pour les oxydes d'azote. Vous avez vu dans les présentations précédentes que finalement les oxydes d'azote sont des additifs qui vont permettre de réduire ces oxydes d'azote, soit dans les installations industrielles, les grosses installations de combustion, soit directement au niveau de la circulation automobile. Voilà, avec AdBlue. Si vous avez une voiture récente, il y a de fortes chances pour qu'elle soit équipée d'un petit réservoir d'AdBlue qui va permettre de réduire les oxydes d'azote issus de votre moteur. Voilà. Donc, en fait, à travers notre activité, donc, nous sommes contributeurs et nous émettons de la pollution atmosphérique en termes sur du méthanol, du formaldéhyde et un sous-produit de la production du formaldéhyde qui est le diméthyléther. Je vais vous présenter réalisé. En dehors de ça, on va avoir un travail en continu sur l'organisation du site de manière à réduire là aussi les émissions de nos activités. Mais en fait, donc, les plus gros investissements qui ont été réalisés, donc en 2010, on a changé carrément le bac de stockage, notre bac de stockage de méthanol, et on l'a remplacé par un bac plus récent, plus moderne. Donc ces bacs de méthanol ont des écrans flottants, c'est-à-dire des espèces de chapeaux au-dessus du bac qui permettent de réduire les émissions issues du stockage. Et donc ce bac, évidemment, a été installé avec les dernières technologies disponibles et des joints qui sont beaucoup plus performants, qui nous ont permis comme ça de diminuer. Donc on avait mis une nouvelle unité de production. Donc cette unité de production à la fois permettait d'améliorer le rendement, d'améliorer la sécurité, mais elle permettait aussi, grâce à la mise en œuvre des dernières techniques de traitement des gaz résiduaires, donc en fait une oxydation catalytique, de réduire les émissions de notre procédé de fabrication. Donc ça, c'était en 2006, c'est pour réduire les émissions donc, de formaldéhyde et de diméthyléther. Mais on a travaillé aussi depuis en 2010, en fait, on a mis en place des systèmes de récupération de tous les ébats de nos stockages, de nos postes de chargement de camions et de nos réacteurs de système de récupération de l'ensemble de ces émissions qui ont été renvoyés sur un laveur de gaz qui nous a permis donc de nettoyer les gaz issus de nos stockages avant de rejeter à l'atmosphère. Voilà. Et la dernière chose, c'est un développement qu'on a mis en place l'an passé. Donc en fait, on a regardé un petit peu quelles étaient les meilleures techniques disponibles sur nos activités et on s'est rendu compte comme ça que l'on avait la possibilité de recycler les gaz issus de ce laveur de gaz directement en les mélangeant à l'air aspiré pour le process de fabrication de formol. Donc comme ça, on a pu supprimer carrément le flux Bien, alors, normalement, on doit initier à un moment ou à un autre une discussion. Dans cette discussion, on peut l'initier sur le thème qu'il aborde aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est un principe, la part industrielle sur cette qualité. Déjà, quelques questions ont été posées. Avant de donner la parole sur ce sujet, peut-être qu'il reste quelques secondes, quelques minutes pour dire un petit peu ce que l'Est développe plus particulièrement à Bassens, alors justement de ce travail sur la qualité des émissions. Alors, structure, on appelle
le SPAPI, secrétariat permanent, on va dire, permanent, c'est-à-dire qu'il est toujours activé, un petit peu comme le dispositif Orsec, on regarde dans d'autres domaines. Donc il est permanent pour la prévention de la pollution et des risques industriels. Donc chaque fois qu'il y a industrie, on peut penser à Estropie. Alors il y en a une quinzaine en France, d'Estropie. C'est une structure donc non régalienne qui regroupe tous les acteurs, donc y compris les citoyennes jusqu'aux les experts, aujourd'hui, les industriels, bien sûr, les collectivités, les associations, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, et donc on a un site internet, on montre ici, on a fait une petite cartographie de ces parties prenantes, on les appelle comme ça, et ces parties prenantes siègent tous ensemble pour essayer de faire mieux tous ensemble. Alors, ensuite, quelques mots sur les types de sujets qu'on aborde, vous abordez. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, depuis les années 2000, bon, hein, c'est une population qui a 18 ans, il y a eu deux phases. Une première phase jusqu'aux années 2010, c'est qu'après il a été refondé de nouveau, et il est reparti donc depuis les années 2010. Alors, on s'intéresse à quoi? Il y a l'industrie, bien sûr, l'industrie au cœur de tout, hein, dans l'industrie. Risque accidentel majeur, d'origine naturelle et ou technologique. Normalement, on devrait s'intéresser aux risques d'origine technologique, mais des inondations peuvent provoquer aussi des risques d'origine technologique. Donc, on traite aussi des relations entre le risque naturel, d'origine naturelle, on peut dire, et le risque d'origine technologique. On s'intéresse tout à l'heure avec l'exposé de Mme Le TVA en particulier. Les problèmes liés à l'environnement peuvent polluer l'environnement industriel. On s'intéresser à la protection des écosystèmes, si on décide de le faire. Protection des écosystèmes vis-à-vis des émissions, entre guillemets, également des industries. Liquides, solides, gazeux, tout ça, c'est abordé. Plusieurs estropies en France. Ensuite, on a un rôle, bien sûr, en matière d'information, de communication entre les parties prenantes. Donc, les gens se parlent, il y a un minimum de confiance, il y a 18 ans, hein, une certaine constance qui a fonctionné, sur des sujets concrets, qui est peu commune, en fait, au niveau de la population. Donc, on amène, en fait, des possibilités d'information, de communication entre les parties prenantes, des réunions publiques, des documents, on montrait quelques-uns tout à l'heure, à disposition de tout le monde, hein, pour être utilisé par tout le monde. Ces vocabulaires communs, ces cartographies communes, enfin, on a ces informations rationnelles, on l'a dit tout à l'heure, auprès de l'ensemble de ces parties prenantes. Ensuite, on peut mener également des études, des recherches sur le territoire, études de risque sanitaire, ça en était une. On a mené également des recherches un peu plus universitaires autour du risque naturel et technologique, qu'on a mené notamment avec des collègues à l'université, des collègues japonais. C'est en 2011, il y a eu un problème très important au Japon. Il y a eu bien sûr un grand tsunami, il y a eu énormément de risques industriels qui ont été induits par ce tsunami, et on a même eu un gros problème nucléaire, on le savait tous. Voilà, donc, industrie, donc on peut traiter tout type de problème au Eston. Alors, les actions récentes, et on va essayer de les contextualiser, et je donnerai la parole dans un instant à un des deux étudiants qui se trouvent dans la salle, les quatre au niveau ici régional. Il sera couplé à ce qu'on appelle les observatoires régionaux des risques naturels et technologiques. Pourquoi faire? Pour donner des informations locales, tous azimuts, en croisant tout un tas de paramètres, avec un élément commun, le territoire, la cartographie. On s'intéresse aussi, depuis le passé, aux alertes des populations, et on a traité un problème d'audibilité des sirènes. Je vous montrerai quelques cartographies également. On a produit des plaquettes, que vous allez recevoir chez vous, pour les citoyens de Bassens, des plaquettes d'information des populations, présentées en fait l'ensemble des industriels, les diamètres périphériques, les difficultés, les comportements à adopter lorsqu'il y a un problème, etc. Donc ces plaquettes également sont disponibles bien sûr sur le site internet. On en a distribué 7 000, 15 000 dans la région ici, dans la région pas également, une réunion publique au mois de janvier en baisse. Ensuite, il y a des actions pédagogiques. Donc des actions pédagogiques qu'on mène avec les écoles, les collèges. Alors en particulier, on a mené des actions ici avec le collège de Bassens, et on en parlera dans un instant. Alors voilà par exemple un petit peu de documents sur lesquels vous pouvez travailler, même individuellement, ou collectivement. Alors en haut, la plaquette, une cartographie 3D qui a été donc en fait prêtée par le port, d'une certaine façon. Le port est aussi partie
permanente dans notre S3000, bien sûr. Et sur cette cartographie du port, on a essayé de mettre des diamètres, de placer des entreprises, de mettre un petit peu tous ces diamètres réputés, ces zones particulières. Alors, en bas à gauche, vous avez la cartographie, une cartographie là, sur le risque naturel et technologique. En particulier, sont impactés par certaines zones de risque industriel. On partage, il n'y a pas, là, on n'est pas dans des cartes qu'on pourrait appeler aux abotières. C'est des cartes qui sont informatiques, qui informent, en fait, l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à un sujet sur le territoire. Et puis en bas à droite, eh bien, on a baissé l'année passée, on a commencé un petit travail sur les alertes, et en particulier, on a commencé par les alertes par sirène. Et actuellement, on est en train de travailler sur d'autres alertes. Alors, par exemple, il y avait la cartographie qui a permis à certains d'entre vous qui sont d'ailleurs dans la salle de participer à cette étude. C'est-à-dire qu'on a divisé la zone de Bassens en zones pour tester donc, cette audibilité des sirènes. En haut à droite, ben, vous avez les sirènes, plus c'est bleu, plus ça crache, on peut dire ça comme ça, rouge, etc. Et puis en bas, vous avez l'audibilité. Et vous avez l'audibilité des sirènes, ici je crois que c'est celle de Michelin, qui a été proposée. Là aussi, on a des cartographies qu'on essaie actuellement en train de travailler, en particulier avec les bords de métropole, pour essayer d'avoir des réponses graduées de la ville de Bassens, en particulier des inondations, des réponses évaluées pour éviter, par exemple, de fermer les routes de façon systématique, automatique. Essayer d'avoir une réponse un peu plus résiliente, un peu plus intelligente du territoire à travers l'implication des différents. Voilà. Et puis alors, je termine par la partie qui est la partie d'éducation. Donc, je vais donner la parole à des étudiants qui veulent prendre la parole pour une minute et demie, dire un petit peu ce que vous avez fait avec les collégiennes de Manon Cormier, c'est le collège, et puis l'école Rosa Bocca. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous, on est étudiants en deuxième année au DUT, donc Hygiène, Sécurité, Environnement. Donc, tout au long de notre deuxième année, on a mené donc, un projet en collaboration avec les 3 pays de la précipitation, notamment au collège Manon Cormier et à l'école Rosa Bonheur. Donc, nos missions ont été de faire de l'éducation sur la lutte industrielle, sur donc, les risques de la vie courante et bien sûr sur les risques majeurs. Bonjour à tous. Alors, on s'est rendu dans cette école, on a rencontré le directeur de l'école alimentaire Rosa Bonheur, ainsi que le professeur de sciences et physique, chimie du collège Manon Cormier. On a vu avec eux un peu ce qu'on pouvait faire avec les enfants. On a conclu avec le professeur de sciences physiques au collège qu'on pouvait faire une approche une catastrophe industrielle, par exemple, que faire en cas de catastrophe industrielle. Donc on a habitué les enfants à reconnaître le son de la sirène, de suivre la meilleure marche pour se mettre en sécurité son alarme, lever l'alarme ou la vie reprend. On a fait la même chose avec l'école alimentaire Rosa Bonheur, mais on a rajouté aussi le risque d'inondation, pareil, la marche à suivre. On a fait un point aussi sur l'incendie, comment la marche à suivre quand il y a un incendie, par exemple dans une école ou dans un établissement public. Voilà, pour les éduquer un peu à tout ça. Donc bien sûr, sans les inquiéter, en leur expliquant que justement on était là pour les informer, donc si jamais c'est ce genre de catastrophe ou d'événements vont souhaiter arriver, ils soient en capacité de réagir et de se mettre en sécurité. Voilà, merci beaucoup. Je vous donne la parole à M. Yazid. Alors, je vais en profiter pour dire, si vous n'hésitez pas, des Apple TV, les gens travaillent, les instituteurs, les professeurs travaillent avec les élèves, pour construire des films, pour faire des logos, des pictogrammes, des choses comme ça. Donc, ça touche en fait tous les types de disciplines. Alors, tiers, l'État, financement demandé à l'État, via l'aide réelle. Tiers du financement Bordeaux Métropole, c'est-à-dire les collectivités publiques, Bassens, etc., qui appartiennent bien sûr à Bordeaux Métropole, et puis tiers, les industriels, que vous avez vu, qui sont intervenus aujourd'hui. Voilà, donc c'est un financement en fait tripartite. Les objectifs sont définis à Gomez, c'est de dire cette année qu'est-ce qu'on va traiter, et par exemple, je peux vous annoncer pour le mois d'avril, une simulation de crisis qu'on va faire d'organiser cette simulation. Ce simulateur, je vais le mettre également sur le site internet,
puisse être, j'allais dire, un peu approprié par les différentes parties prenantes, qu'on puisse également faire un retour d'expérience par rapport à la façon dont on a de fonctionner lors de cette crise qui aura lieu le 4 ou le 5 avril, et qu'on va piloter depuis l'été. Il y aura des cellules de crise exploitables sur la presqu'île, presque. Un secret de dire, c'est le port qui va nous accueillir pour un problème qui sera lié certainement au port, aux entreprises de la presqu'île. Voilà. Et ensuite, eh bien, on fera un retour d'expérience, le jour même, le lendemain plutôt. Et puis on en fera dans 6 mois, on essaiera de voir, d'étudier un petit peu toutes les relations qui existent entre les différentes parties prenantes lors de cette simulation. De montrer, parce que c'est une simulation, c'est que c'est faux. Mais en fait, on sait aussi mettre les gens dans des situations stressantes, qui sont des situations où on perd facilement la main. Parce qu'une situation de crise, c'est ça. C'est quand on perd la main, on est en crise. Et c'est là qu'il faut savoir aussi comment réagir et comment travailler. Voilà, donc là, tout le monde est partie prenante, bien sûr, de cette simulation, et ça va avoir dans quelques semaines. Et c'est un sujet également qui sera abordé dans le cadre de l'E3 Pays, parce qu'on a pensé que former un peu les parties prenantes de cette crise, la façon de les gérer, ces crises, c'était un élément qui était un élément d'information, de communication et de pédagogie. D'accord ? Y compris quelquefois pour les conseillers municipaux. Et les conseillers municipaux, ils sont pas obligés d'être au parfum de ce qui se passe pendant les crises. Donc, se mettre dans une situation de simulation, c'est aussi faire un pédagogique. C'est-à-dire que les gens, tous les différents acteurs, vous voyez qu'on aborde des sujets, mais qui touchent toujours, il y a toujours l'industrie. Dans la S3, il y a I, donc il y a le I de l'industrie. Voilà, donc c'était pour, là, cette fois, faire un effet macro, non pas un effet de zoom. Peut-être avant de se quitter, je ne sais pas comment on fait, parce qu'il y a eu quelques questions, peut-être il y a des questions particulières qui peuvent être posées maintenant, concernant la qualité de l'air en particulier, l'intérêt de développer, monsieur le maire, peut-être d'autres fois dans l'année, des réunions comme ce soir sur d'autres thèmes. D'accord ? Il y a un site Facebook aussi, j'ai oublié de vous le dire, il y a un Facebook, il y a un Twitter, qui vous met en contact avec plein de zones industrielles en France, pour savoir comment c'est géré, tous ces sujets en France. Voilà. Donc, comment on fait ? On pose encore une question, des questions où on arrête, que voulez-vous faire ? Allez, des questions. Allez, sans vraiment l'aborder, c'est l'évaluation des risques sanitaires. Alors, je reprends la première phrase que vous avez écrite, qui peut être inquiétante en fonction de comment on la comprend. Sur les polluants urbains, les émissions industrielles ne sont pas une partie majoritaire des émissions totales. Enfin, majoritaire, ça peut être 49%, donc ça peut être interprété différemment. Surtout qu'après, vous avez évoqué les SO2. Alors, je ne suis pas chimiste, mais si les SO2 c'est industriel et que c'est impacté en rouge dans votre indicateur, on peut l'interpréter là aussi comme un élément inquiétant. Est-ce qu'il y a eu des analyses précises, puisqu'on parle d'analyse depuis 2006, voire une analyse de corrélation entre la potentielle montée des maladies infectieuses ou autres sur certaines parties du territoire et sur Bassins notamment? Est-ce que là-dessus, il y a eu des analyses, des réflexions? Est-ce qu'il y a une perspective? Voilà, question d'autant plus importante lorsqu'on entend que certains industriels utilisent encore des chaudières à charbon, forcément, on s'interroge. Sans micro. Alors pour le SO2, il faut faire bien attention à ce qui vous a été présenté quand même. Alors, pour autant, moi ce que vous avez présenté, quand vous avez dit que le SO2 était dans la zone rouge, c'était en 2009. Depuis 2009, on a vu une nette amélioration et tout ce qui vous a été présenté va dans ce sens, et y compris au niveau des industriels. Je pense que Michelin vous a dit qu'effectivement, il y a des chaudières qui sont encore présentes. Effectivement, c'est un composé issu de l'agriculture et pour autant, les technologies mises en œuvre aujourd'hui permettent
les efforts qui ont été faits en termes d'émissions ont de la qualité d'air. Et après, le deuxième point que vous abordiez, c'était la mise en relation des maladies et des concentrations en polluants sur la zone. Donc, c'est ce que je disais dans ma présentation, c'est que ce n'est pas l'objet de l'évaluation des risques sanitaires. Pour faire ça, il y a d'autres études qui peuvent être menées et qui sont plutôt sous l'égide de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui sont des études épidémiologiques. Et pour faire ça, en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Quand on cherche à mettre en relation, c'est qu'on regarde le passé, on regarde comment le passé a impacté et impacte le présent. Ce que nous, on cherche à faire en faisant l'évaluation des risques sanitaires, c'est de dire aujourd'hui, voilà quelles sont les émissions et voilà, en fait, avec ces émissions industrielles. Donc, on est dans deux exercices différents. D'un côté, on a l'évaluation des risques sanitaires, qui, à partir